Oui, je pense qu'on a encore besoin du féminisme. Je reboucle avec ce qui vient d'être dit. Alors là, pour le coup, je commence à être en désaccord dans la mesure où moi, je pense qu'il y a une part différente d'inné et d'acquis. J'ai vu dans votre livre que vous c'est manifestement pas un adepte des théories de Catherine Vidal. Moi, j'aime beaucoup son livre Cerveau rose, cerveau bleu, dans lequel elle explique justement cette part d'éducation, les habitudes qu'on va prendre avec les petites filles différentes de celles des petits garçons. On parlait de la manière de se repérer dans l'espace. Je pense qu'on a encore besoin du féminisme pour nous dire justement à quel point on encourage chez les garçons dès le plus jeune âge la prise de risque ou la conquête, alors qu'on encourage le fait de rester dans le même espace-temps. Pour les jeunes filles, il y a une spécialiste, une sociologue qui s'appelle Marie Durubella qui a étudié les mouvements chez les jeunes garçons et chez les jeunes filles et dans lesquels elle démontre justement qu'on encourage beaucoup plus la conquête de l'espace chez les garçons, ce qui explique qu'ils développent ensuite un meilleur sens de l'orientation. Donc je pense que ce regard, cette lecture féministe qui réinterroge finalement les grandes généralités qu'on va comprendre sur les femmes et les hommes pour essayer de trouver leurs sources, y compris dans les comportements, elle est absolument importante, oui. Vous n'êtes pas d'accord Non, pour le coup, parce que moi, je vois beaucoup plus ça comme une adaptation à des différences qui sont existantes. Je ne sais pas si nos auditeurs ont des enfants, mais on peut le constater assez souvent avec une observation comme ça, ou même d'observer la cour de récréation. Il n'y a pas d'ordre préétabli. On n'exige pas des enfants qu'ils soient ceci ou cela. On constate spontanément. Et ce qui est intéressant, c'est que les primatologues qui ont observé sur la vie des chimpanzés, par exemple, ont constaté aussi que les petits chimpanzés mâles étaient plus agressifs, occupaient plus d'espace, avaient ce besoin de s'affirmer par ce qu'on appellerait la turbulence aujourd'hui, que d'ailleurs la plupart des enseignants ont tendance à réprimer parce que justement on essaie d'égaliser un petit peu les activités. Et je pense que ça tient beaucoup plus de ça. On s'adapte plus à une différence de fait qui tient pour le coup, encore une fois, à nos différences hormonales. Un garçon qui est privé d'hormones in utero va se comporter de manière plus féminine, avec tous les stéréotypes que ça implique. Mais c'est-à-dire que son agressivité sera bien moindre, son occupation de l'espace aussi. Ce sera un individu beaucoup plus socialisant, qui va baser son pouvoir sur des groupes de parole plutôt que sur la violence et la confrontation. Et ça, on a vraiment beaucoup d'études qui le montrent aujourd'hui. Je sais que la France, encore une fois, est vraiment allergique à cet aspect biologique, à cet aspect inné des choses, parce que je pense qu'il y a une croyance en France sur le pouvoir du social, le pouvoir de l'éducation, qui doit être à peu près tout puissant et qui peut faire de n'importe qui, n'importe quoi. Et je pense que c'est pas si simple que ça et qu'il vaut mieux comprendre et s'adapter à nos différences élémentaires, en quelque sorte, plutôt qu'essayer de les combattre, de les réduire. Vous pensez qu'il y a une violence spécifiquement masculine ? Ah oui, c'est très clair. Alors là, pour le coup, il n'y a aucune objection nulle part à cette théorie. Dans toutes les cultures du monde, les hommes sont plus violents, sont plus criminels, sont plus emprisonnés, dès le plus jeune âge. Et on l'observe, encore une fois, dans tout le règne animal. C'est-à-dire les animaux qui ont plus de testostérone, pour le coup, c'est la testostérone, sont les plus agressifs, dominateurs et violents. Et les hyènes, par exemple, intéressant parce que c'est un contre-exemple, les hyènes femelles ont, elles, plus de testostérone que les mâles et elles sont plus agressives, dominatrices et violentes, etc. Et vous dites aussi que les tueurs en série, ou non, les tueries de masse aux États-Unis sont commis à 80%. Ah oui, les statistiques sont massives en ce sens, oui. Et Marie-Charles, pour être un peu plus précise, est-ce que vous, parce que je me demandais si on avait encore besoin de féminisme, mais est-ce que pour vous, le patriarcat, tel que l'appellent les féministes, est encore une réalité en Occident, dans nos démocraties, par exemple en France aujourd'hui? Est-ce qu'on peut parler d'une France patriarcale, d'un patriarcat? Écoutez, j'avais eu le débat hier avec mon père pour tout vous dire, parce que je demandais si la société corse était matriarcale, et mon père me disait qu'elle n'est ni matriarcale ni patriarcale, mais qu'il y a une répartition genrée des rôles. Voilà, je cite mon père, comme quoi je suis moi-même sous le joug de la domination masculine et patriarcale. Mais tout ça pour vous dire que je trouve que c'est devenu un peu dans le débat public un mot valise, le patriarcat, dès lors qu'il y a quelque chose qui ne correspond pas à la volonté, à l'idée qu'on se fait de certaines choses, on va blâmer le patriarcat. Or, le patriarcat, ça correspond à un système très précis, qu'on peut dire hérité du code napoléonien selon les différents linguistes, qui vise à dire que l'homme serait le chef de famille et qui prendrait des décisions, et que donc ce serait une construction de société patriarcale qui repose sur la volonté de l'homme à autoriser ou non sa femme à travailler, ouvrir un compte en banque, etc., etc. Donc moi je trouve que c'est comme le mot de domination masculine, je trouve qu'à la base c'est une théorie intéressante qui met en lumière des réalités, mais que c'est devenu un peu un mot valise qui va déterminer tout et n'importe quoi. On a eu le débat sur l'égalité salariale, et là je sais que je suis d'accord ni avec
avec vous, Eugénie, ni avec vous, Laurent, sur le fait de dire qu'on va s'arrêter de travailler symboliquement pour faire une grève des femmes symbolique pour manifester et matérialiser finalement les inégalités de salaire entre les femmes et les hommes. L'inégalité salariale femmes-hommes, elle vient pas seulement du fait qu'on serait dans une société patriarcale. Elle vient aussi du fait de l'orientation, ce que vous évoquiez tout à l'heure, le fait que les femmes vont moins dans les filières scientifiques, vont plus dans les métiers du soin qui sont les métiers moins rémunérés, qui a ce que j'appelle un plafond de mer, c'est-à-dire le plafond de verre adapté à la maternité, qu'on s'arrête plus de travailler ou qu'on travaille plus à temps partiel au 2e et ensuite au 3e enfant en tant que femme qu'en tant qu'homme. Oui, est-ce que c'est mal de s'arrêter de travailler? Moi, je ne considère pas que ce soit mal ou bien. Est-ce que c'est pas un choix aussi évidemment, pardon, mais ça m'intéresse beaucoup cette question de l'égalité salariale. Est-ce qu'on doit considérer que toute inégalité est en soi mauvaise? C'est en fait la question du fond, parce que effectivement, cette inégalité salariale reflète des choix de vie différents, notamment le fait que les femmes s'arrêtent. Mais est-ce que c'est mal en soi? Il y a 2 différentes égalités salariales. Il y a celle qui est vraiment conjoncturelle et celle qui est structurelle. L'inégalité de salaire à poste égal, à compétence égale, à salaire égal, elle est évidemment inacceptable. Si vous avez à côté un collègue est-ce qu'elle existe encore beaucoup? Oui, elle existe, elle est documentée, elle existe encore aujourd'hui pour différentes raisons. Certains vont vous dire que les femmes vont moins demander de promotion, vont moins demander d'augmentation. C'est vrai. Moi, j'ai fait partie de la commission d'investiture de En Marche à l'époque, en 2016-2017, et je peux vous dire que parfois, j'aurais jamais pu imaginer les situations dans lesquelles on s'est trouvé. On a quand même appelé, par exemple, une femme pour lui dire qu'elle serait investie aux élections législatives, qu'elle serait donc une future députée. Elle a répondu, je ne sais pas comment l'annoncer à mon mari, il était candidat aussi, je préférerais plutôt qu'il soit investi lui que moi. Moi, c'était un peu une candidature de témoignage. Une autre qui nous dit non, je peux pas parce qu'il y a les vacances scolaires et donc je m'occupe des enfants. Et donc finalement, sans compter que quand on veut trouver une femme Premier ministre, ça se bouscule pas au portillon. Absolument. Non, mais vous parliez tout à l'heure de l'acceptation de la violence chez les hommes. Moi, pour l'avoir vécu pendant 7 ans sur la scène nationale, dans la vie politique, quand vous êtes une femme et que vous avez du tempérament et que vous avez un caractère qui vous amène parfois à hausser le ton, parfois vous montrez très sûr de vous, etc., vous êtes blâmé pour ça. On ne blâme jamais un homme pour ça. Jamais on a blâmé un homme politique en lui disant qu'il haussait le ton, qu'il était trop sûr de lui, trop ambitieux, trop arrogant. Quand on dit d'un homme politique qu'il a de l'ambition, c'est souvent même plutôt pour le soutenir. Alors que quand on dit d'une femme politique, elle est ambitieuse, il y a une connotation négative derrière cela. En ça, oui, je trouve qu'il y a un double standard et un double regard vis-à-vis des femmes et vis-à-vis des hommes. Laurent Berton. Mais ouais, encore une fois, dans le monde politique, je pense que, vous l'avez dit, les femmes sont plus rares déjà à vouloir aller dans ce genre de combat. Et voilà, parce qu'il y a beaucoup. Parce qu'elles en connaissent le prix à payer aussi, derrière. Oui, mais je ne pense pas qu'au départ, on ait, je sais pas, 50% de femmes et 50% d'hommes qui sont intéressés par la carrière politique. Je pense qu'il y a déjà un déséquilibre au départ. Le rapport au pouvoir, en fait. Dans tous les métiers, d'ailleurs. C'est vrai que, par exemple, les hommes sont massivement plus représentés dans l'ingénierie que dans, je sais pas, le journalisme, par exemple, ou les études judiciaires, et le marché. Enfin, encore une fois, la loi de l'égalité de salaire, c'est un très vieux débat, mais pour moi, déjà, il n'y a pas de à compétence égale, ça n'existe pas. Personne n'est équivalent à un autre. Il y aura toujours des différences. Au-delà des compétences, des différences de caractère, de ça, motivation, c'est ce qu'on dit en général pour justifier le fait que l'homme sera plus payé. Il a plus les épaules, il est un petit peu plus sûr de lui que toi. Si on étudie par exemple la productivité horaire, on constate qu'en moyenne, les hommes sont un peu plus productifs. Pour le coup, à diplôme égal, compétence égale. Il y a plus de productivité masculine. Parce que la plupart du temps, encore une fois, c'est vraiment des moyennes statistiques, mais les femmes auront tendance à privilégier des emplois un peu plus souples, plus aménageables, alors que les hommes, la plupart, encore une fois, la différence statistique est ténue, mais elle existe, préféreront se sacrifier, se consacrer intégralement à cette poursuite de carrière sans avoir Se sacrifier voulait dire ne pas être là à l'heure du bain et des devoirs. C'est un sacrifice modéré. Oui, non, mais voilà, mais peut-être. Mais c'est vrai qu'il y a. Je plaisante. Mais... Non, mais je suis d'accord avec vous. Il y a un différentiel, évidemment, qui tient au fait d'avoir ou non des enfants. Et je suis tout à fait d'accord avec vous sur la parabole de la couvade. C'est grotesque d'attribuer à l'homme une. Évidemment qu'il a une importance paternelle, mais elle ne se situe pas du tout à ce niveau-là. Pour en revenir à ces différences, le marché fait la différence et il va
ils privilégient ce qui rapporte aujourd'hui l'ingénierie, enfin ces activités ultra systémiques qui sont très masculines pour le coup, alors que, par exemple, je parlais du journalisme, mais le journalisme intéresse beaucoup moins le marché et le niveau du journalisme mondial s'en ressent. Il y a une revendication à porter ce soir. Non, mais on est tributaire de ça. Et évidemment, si dans le lot, ce que je reproche souvent à ces publications qui vous disent les femmes travaillent gratuitement, et ça sous-entend quand même que les hommes sont un petit peu tous des escrocs et des profiteurs et qu'ils leur prennent leur part, alors que les moyennes statistiques sont établies à partir du moment où vous avez des Elon Musk et des gens comme ça dans la moyenne, forcément ça va la déséquilibrer complètement. Et beaucoup d'hommes qui exercent des métiers pénibles et difficiles et qui ne sont pas rémunérés au-delà de la moyenne, doivent vivre assez mal ce genre d'attaque un peu permanente, de reproches qu'on leur fait, alors qu'eux n'y sont absolument pour rien. Je ne pense pas que ce soit un reproche vis-à-vis des hommes. D'ailleurs, vous savez que Marx disait, c'est Jenny Marx qui disait que la femme est le prolétaire de l'homme. Donc finalement, on trouve toujours plus pauvre que pauvre dans l'exemple. Oui, sauf que la femme Bac+5 qui se plaint sur les réseaux sociaux qu'elle n'est pas bien payée, elle n'est pas le prolétaire. J'ai lu ce chapitre parce que vous me donnez comme exemple de la femme qui gagne bien sa vie et qui se plaint de travailler gratuitement. Oui, absolument. D'ailleurs, vous m'associez à Caroline Dehaas et Rocaille Diallo. J'aimerais savoir ce que j'ai fait pour mériter ça. Non, mais vous aviez fait un tweet il y a quelques années en reprenant je l'ai refait cette année, donc votre critique est d'actualité. Tout va bien. Génial. Je le refais parce que c'est une manière d'interpeller aussi. Oui, je comprends. Je suis bien consciente qu'on ne travaille pas réellement gratuitement, mais je trouve ce reproche, cette critique que vous faites, elle est à la fois juste et à la fois assez injuste, dans la mesure où dans l'histoire des droits des femmes, ce sont toujours les femmes qui avaient accès au savoir, à la parole publique, qui ont commencé à pouvoir parler pour revendiquer des droits pour les autres. Si on parle du mouvement suffragiste pour les droits des femmes, ce sont les femmes et des hommes au demeurant qui étaient lettrés, documentés, qui avaient accès au pouvoir politique, qui se sont mobilisés pour que toutes les femmes puissent avoir le droit de vote. Ce que je veux dire par là, c'est que ce sont toujours les femmes qui sont plus aisées dans la société, qui mènent des combats, qui ensuite profitent aux autres femmes, qui par définition ont moins accès à la parole. D'ailleurs, vous le dites dans votre livre, puisque vous faites un portrait un peu caricatural à la fin d'un couple qui serait CSP- selon vous. Et d'ailleurs, j'ai trouvé que votre livre n'était pas tant contre le féminisme que contre les chips. J'aimerais savoir ce que vous avez contre les gens qui mangent des chips. C'est pas mon cas, mais votre exemple revient à de nombreuses reprises. On dirait que pour vous, c'est vraiment l'enfer et la damnation, les gens qui mangent des chips toute la journée. Non, je dois en parler une fois ou deux. Non, 3 fois, j'ai compté. Les chips, c'est comme le sexisme, il faut rester raisonnable. Il faut rester raisonnable dans les chips. Non, et tout ça pour dire que vous-même, vous prenez cet exemple en disant que quand on n'a pas accès justement au pouvoir, à la parole publique, c'est plus difficile de se battre aussi pour revendiquer certaines choses. C'est ce que vous dites. Oui, mais voilà, parce que moi, j'ai vraiment cette vision que l'individu est responsable de lui-même, de son sort, de ce qui lui arrive, et s'il estime que sa condition n'est pas satisfaisante, il tient d'abord à lui d'essayer de l'améliorer. Je pense qu'il en gagnera bien plus de satisfaction. Oui, vous en prenez beaucoup à l'État, aux allocations familiales. Que si c'est le socialisme ou l'État ou un politicien qui lui tend la main. Oui, les chips et le socialisme, c'est vraiment vos deux grands ennemis. Bien, disons que ça joue. Et d'ailleurs, quand j'ai vu ça, vicieux, mais je me posais la question, est-ce que vous trouvez que la France est socialiste aujourd'hui? Parce que je trouve que vous défendez beaucoup le socialisme. J'ai pas le sentiment qu'on soit un État. On va pas s'avancer là-dedans, mais évidemment. C'est vrai que Laurent Berton a aussi une autre obsession, c'est le socialisme. Mais en tout cas, non, mais sur la question du féminisme, je voudrais vous demander, Laurent Berton, est-ce que vous faites partie de ceux qui disent le féminisme, ça a été bien, et puis à un moment, ça a déraillé dans le néo-féminisme d'aujourd'hui, ou est-ce que vous pensez que dès le départ, le féminisme est mensonger et qu'il veut transformer les femmes en hommes, et vous pensez que dans le noyau même du féminisme, il y a quelque chose de vicié? Je pense qu'il est une croyance de luxe, ce qu'on appelle une croyance de luxe, c'est-à-dire c'est une idéologie qui vient d'un milieu, comme on l'a dit, privilégié, à un moment où des femmes expliquent aux autres femmes qu'elles doivent travailler et que c'est très enrichissant, quand 90% de la population est agricole. Donc des paysans et des paysannes, des femmes qui travaillent à la ferme. Rien de tout ça n'était officiel, mais c'est comme ça que ça se faisait, la domesticité, les employés. Et là, pour le coup, les conditions dans les deux cas étaient contraignantes et assez difficiles. Et donc on était un petit peu à côté de la plaque. Et je pense que les femmes, comme les hommes, ont très fortement bénéficié des conditions de vie qui se sont améliorées par le capitalisme, désolé, mais c'est ce qui largement a amélioré notre société. Et qu'aujourd'hui, elle tape encore un peu à côté, puisque
je pense que tout le monde est libre de faire ce qu'il veut, ce que bon lui semble. Et de toute façon, quand on se lance en politique ou ailleurs, on a toujours des ennuis, des ennemis et tout un tas de coups bas et de personnages à affronter, qu'on soit un homme ou une femme. Et que donc maintenant, c'est plus profitable pour les individus de leur dire prenez-vous en main, si vous n'êtes pas à votre place, si vous pensez que vous auriez préféré être pilote de ligne ou je ne sais pas quoi, c'est encore temps, mais n'attendez pas que la société vienne vous prendre par la main et vous amène là où vous rêvez d'être en prenant de l'argent aux autres, en passant, etc. Moi, ça, je suis d'accord avec vous. Moi, je suis macroniste, donc je suis très aide-toi, le ciel t'aidera, il faut traverser la rue, etc. Je suis tout à fait en phase avec ce discours visant à dire qu'on ne doit pas être, je le dis, c'est une plaisanterie, je ne souhaite pas relancer le débat, mais qu'on ne doit pas tout attendre et qu'il faut aussi à un moment se prendre en main dans la limite du raisonnable. Mais je suis d'accord pour dire que nul n'est inemployable et que chacun a une part de maîtrise de son destin, maîtrise relative, parce que quand on est dans un contexte extrêmement difficile, pauvre, avec peu d'accès à l'éducation, etc., c'est évidemment plus compliqué. Mais pour revenir sur ce que vous disiez, particulièrement sur la place des femmes et sur le mouvement féministe, c'est ce que vous disiez, Eugénie, je trouve qu'aujourd'hui, le féminisme, pardon de le dire, mais n'est pas bien représenté, parce qu'en fait, on voit très bien que quand certains pourfendent le féminisme, en fait, ils pourfendent une certaine partie du discours féministe qui se veut un peu victimaire et qui veut toujours présenter les femmes comme des victimes de quelque chose et effectivement annuler les différences qui peuvent exister entre les femmes et les hommes. Mais je rappelle pourtant que initialement, des grands mouvements féministes, par exemple, qui étaient affiliés au Parti communiste, alors je ne suis pas soupçonnée d'être membre du Parti communiste, mais militaient justement avec la CGT, par exemple, pour l'accouchement dit sans douleur et pour faire en sorte qu'il y ait des congés maternité, que les femmes soient davantage protégées. Quand j'ai été nommée au gouvernement, la première mesure que j'ai défendue, c'est le congé maternité pour toutes les femmes, y compris les entrepreneuses, les indépendantes, les agricultrices, etc. Et on m'a dit à l'époque, oui, mais ça, c'est pas vraiment un combat féministe. Je ne sais pas quel combat féministe est plus féministe que celui qui concerne toutes les femmes qui, à un moment, vont accoucher et s'occuper de leurs enfants. Donc, je pense qu'il faut peut-être redéfinir aussi ce que doit être l'enjeu féministe, qui n'est pas d'élargir des trottoirs ou de mettre des points médians et des traits à la fin des mots. Il n'y a pas une seule femme en France qui a vu ses conditions de vie économiques ou sociales améliorées par les débats sur la viande et le barbecue. Je tiens à le dire. Donc, je pense qu'il faut peut-être remettre aussi une hiérarchie dans les combats. Il y a des combats intéressants à mener. La féminisation du langage, c'est intéressant, mais ça ne doit pas être pour moi dans les priorités du féminisme aujourd'hui. Tout à fait, absolument d'accord. C'est vrai que beaucoup de féministes, de mouvements très caricaturaux font beaucoup de tort à ceux qui portent des vrais sujets. Et vous l'avez fait quand vous avez demandé que soient expulsés les étrangers qui s'étaient rendus coupables de violences sexuelles. Alors je ne sais pas si c'était toutes les violences sexuelles, les viols, mais en tout cas... on m'a dit que j'étais de droite pour ça. On vous a même dit, on vous a accusé de promouvoir un féminisste nationaliste, raciste et réactionnaire, parce que vous avez dit qu'il ne fallait pas donner de titre de séjour à des polygames et renvoyer les étrangers coupables de violences sexuelles. Ça, c'est intéressant justement. Est-ce que vous pensez, Laurent Berton, que un certain féminisme, encore une fois, peut-être pas tout le féminisme, occulte certains débats, occulte une forme de patriarcat quand il ne vient pas du mâle blanc sur l'immigration extra-européenne, c'est massif. Il y a une chape de plomb terrible qui pèse là-dessus. La dénonciation du harcèlement de rue, c'est un petit peu comme on a les questions d'antisémitisme aujourd'hui. On sent très bien qu'il y a un non-dit gigantesque, l'éléphant est dans le couloir et personne n'ose dire. C'est quoi ce non-dit ? Cette immigration de quantité se traduit par des conséquences dramatiques pour les femmes. Ça, je consacre dans ce livre tout un chapitre à cette question. L'augmentation très forte des violences faites aux femmes ces dernières années, je crois que les chiffres des violences sexuelles se sont multipliés par 3 depuis François Hollande, sont largement dus, pour la majorité des violences recensées, à cette immigration. Qu'on parle d'individus qui sont nés en France, qui sont français ou qui sont étrangers, immigrés. Les chiffres sont très clairs. Et ne pas dire ça parce que ça va brouiller la lutte intersectionnelle ou je ne sais pas quoi, ou ce sont des minorités opprimées, donc il ne faut pas, parce qu'elles sont aussi elles-mêmes victimes de l'oppression et je ne sais pas quoi, c'est vraiment ajouter du malheur à la situation. Et c'est aujourd'hui, je constate que, je ne sais plus, je crois que les 2/3 des Françaises pensent qu'il y a trop d'immigrés en France. Et je pense que c'est une conséquence directe de ce déni. On préfère parler de l'écriture inclusive et des cartables plutôt que de s'intéresser à ce vrai sujet. Parce que quand vous avez des réfugiés, évidemment, qui viennent d'Afghanistan ou d'Afrique centrale, où la femme, elle est à peu près en dessous du paillasson dans la représentation masculine, il y a
évidemment, enfin, cette culture, ces mœurs s'installent chez nous avec les arrivants. Et c'est l'éducation nationale, on sait très bien qu'elle va mettre beaucoup de temps, enfin qu'elle n'arrivera même jamais, clairement, à changer cet état de fait. Marlène Schiappa, est-ce que vous, c'est quelque chose que vous avez pris conscience? Est-ce que vous avez dû vous battre contre un déni notamment des associations féministes sur ce sujet? Oui, bien sûr. Oui, vous avez eu la gentillesse de rappeler que j'ai obtenu effectivement l'expulsion des étrangers qui commettent des violences conjugales. Ça ne me semblait pas être quelque chose d'incroyable. Au Canada, ça se fait de longue date. Je n'ai pas l'impression que Justin Trudeau soit un grand leader d'extrême droite, etc. Bien au contraire, c'est un peu une icône progressiste. Et au Canada ou aux États-Unis, si vous arrivez et que vous n'avez pas la nationalité canadienne ou américaine et que vous commettez des crimes, vous ne restez pas sur le territoire. Et donc, ça me semblait quand même pas être incroyable que de proposer cela. Quand on a fait la loi sur le harcèlement de rue, la loi dite loi Schiappa en 2018, nos premiers opposants à cette loi n'étaient pas des réactionnaires qui voulaient défendre le droit importuné comme Catherine Deneuve. Les vrais opposants, c'était des collectifs dits féministes intersectionnels, dont un qui avait le mot stop harcèlement de rue dans son titre et qui nous a dit, nous, on lutte contre le harcèlement de rue, mais on ne veut pas qu'il y ait de loi contre le harcèlement de rue parce que ça va stigmatiser les hommes racisés qui occupent l'espace public. Et donc, en fait, j'essayais de leur expliquer qu'en fait, leur raisonnement est raciste. Parce qu'en fait, leur raisonnement part du principe que le harcèlement de rue serait donc commis par ces hommes racisés qui occupent l'espace public et que donc il serait très urgent de protéger ces agresseurs parce qu'eux-mêmes seraient déjà victimes d'on ne sait quelle oppression dans leur vie personnelle et que donc finalement le rapport s'inversait et que la personne à protéger devenait l'agresseur et non pas la femme victime de ce harcèlement de rue. Et je trouve que ça, c'est vraiment un dévoiement du mouvement féministe et du combat qu'on peut mener. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il faut faire attention quand on critique le féminisme. Oui, mais vous êtes quand même assez isolée sur cette question, pardon, mais moi je ne vois pas beaucoup d'autres féministes. Non, mais je vous le concède. Non, mais il n'y a pas beaucoup d'autres féministes qui osent s'emparer de ce sujet, ou alors elles sont immédiatement cataloguées à l'extrême droite. Elles sont cataloguées. Vous avez une ONG très intéressante qui est une des seules ONG universalistes françaises qui représente à l'ONU, qui s'appelle Regard de Femmes, qui a pris la parole justement sur ce sujet pour soutenir le travail qui est mené et pour soutenir aussi, par exemple, les Afghanes, les Iraniennes. Il y a quand même un énorme silence de la part des mouvements féministes sur ce sujet. Je veux dire, aujourd'hui, les Israéliennes sont victimes de viols de masse. Je n'ai pas vu d'association féministe française prendre la parole pour dire on soutient nos sœurs israéliennes qui vivent vous avez une pétition de la quand même torture. Dans Libération sur oui, mais regardez les noms qui sont dedans. Et en fait, vous avez beaucoup de personnalités, mais vous avez assez peu de leaders d'associations féministes. D'ailleurs, je crois qu'il n'y en a pas, je ne vais pas dire de bêtises, ou peu. Mais en tout cas, c'est extrêmement minoritaire. Et sur le soutien aux Iraniennes, par exemple, ou aux Afghanes, en fait, vous avez là un espèce de silence un peu embarrassé.